Parce que vous êtes réveillés. C'est pas le cas, on va essayer de vous réveiller avec Gino. On a décidé de pas mettre IA dans le titre pour pas que la salle soit blindée. On voulait pas que les gens viennent juste parce qu'on a mis IA, mais derrière, on va parler un peu d'IA. On va faire un retour d'expérience sur comment mettre en place un chatbot pour la recherche. On va parler de LLM, de RAG. Et surtout, on va d'abord parler de l'ISDM, puisque c'est dans le cadre de cette mission. C'est un institut où on travaille avec Gino, dans lequel on a réalisé cette mission. Donc l'ISDM, c'est un service qui est rattaché à l'Université de Montpellier, qui propose un accompagnement pour les scientifiques dans leurs problématiques liées à la donnée. Donc on a des chercheurs, des enseignants, qui ont des projets de recherche, où ils ont besoin d'aide d'experts, et puis nous, on les accompagne sur cette partie. Ça, c'est un des pôles de l'ISDM. Le deuxième pôle, c'est la partie mise à disposition de services, à des offres de calcul, de cloud et de stockage. Donc on permet notamment à des scientifiques, on leur met à disposition des machines virtuelles avec OpenStack. OpenStack, c'est une solution qui permet de déployer facilement via une interface en ligne des machines virtuelles. Et nous, on les accompagne dans la mise à disposition de ces services. Je vais présenter mon collègue, Gino. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super. Gino, il est ingénieur IA. Ouais, il est des ingénieurs IA maintenant. Il est super fort, c'est grâce à lui qu'on va avoir toute la première présentation sur le RAG. Puis à côté de Guy, il aime beaucoup la musique. Il nous fait des musiques avec la machine à café. C'est incroyable. Merci Arsène. Alors Arsène qui est avec nous, et lui est ingénieur DevOps et c'est lui qui gère toute la partie cloud, du coup, toute la partie VM. Et la nuit, il est aussi disque jockey en Disco House. Donc, avant de commencer en fait à vous en mettre plein la vue avec le LLM, le RAG, on va vous mettre un peu de contexte sur la mission, sur pourquoi on l'a fait. Comme ça, vous allez mieux comprendre dans quel sens ça va. Donc, en tant que membre d'un institut d'appui à la recherche, on a fait un constat. C'était que dans la communauté à Montpellier, dans la communauté scientifique, donc parmi les chercheurs, mais aussi les techniciens, des ingénieurs, et bien autour de la hype qu'il y avait de l'IA avec ChatGPT, tous ces agents-là, il y avait de plus en plus d'utilisation de ces chatbots privés. Et en fait, en parallèle, il y a forcément une demande de ces services-là. Et ça posait problème parce que, d'un point de vue assez logique, il y a un problème sur les données sensibles. C'est assez évident qu'on ne peut pas mettre des données RH ou alors juste des données patients dans ce type de service. Mais il y a aussi une fuite des données dans le sens où ces chercheurs-là, ils vont en fait, juste essayer de brainstormer avec ces services ou alors les utiliser pour faire l'extraction de texte. Mais ça va être sur des données qui leur appartiennent à eux. Et finalement, en fait, ils perdent un peu la possession sur ces données. Et c'est quelque chose qu'on a trouvé vraiment dommage. Parce que d'un autre côté, c'est un outil super utile pour le traitement de texte en général. Mais finalement, en fait, c'est aussi jouer au jeu des grosses boîtes. Ouais, sachant aussi qu'on peut préciser, les scientifiques qui ont entendu parler de ChatGPT, mais ils savent pas, ils sont pas forcément au courant qu'il y a d'autres alternatives qui existent. Donc des alternatives peuvent être plus locales. Et du coup, c'est pour éviter que des données de santé, notamment il y a à Montpellier, il y a le CHU, l'hôpital contient des données publiques de santé, qui risquaient d'envoyer des données de santé de ChatGPT. C'est notamment pour éviter cette situation que on a mis en place cette solution dont Gino va parler. Donc, pour répondre à cette problématique, on a déployé un chatbot, qu'on a appelé le chat ISDM, en lien avec le nom de l'institut. Et donc, qui est un chatbot ou un agent conversationnel en français qu'on a rendu disponible à toute la communauté de la recherche, parce que en fait, c'est dans ce cadre-là qu'on est financé, donc on le rend disponible de manière gratuite pour tous. Donc, c'est inscription open bar et dans un modèle dit souverain. Donc, souverain, c'est un peu un grand mot que des représentants politiques aiment bien utiliser à tout va. Là, dans notre cas, souverain, ça va être souverain par rapport aux données. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que on utilise, en fait, plutôt on héberge les modèles de langage localement. Donc, on traite en fait tout ce qui passe à travers ces modèles, on ne fait pas des appels extérieurs. Et aussi, on les héberge sur nos infrastructures, parce que comme l'a dit Arsène, on est aussi un mésocentre. Donc, on a du HPC, on a du calcul, du stockage.
Et donc, en rendant le tout local, ça nous permet d'avoir un contrôle total sur les données qu'on ne collecte pas, qu'on ne garde pas, qu'on ne revend pas. Et de cette manière, on peut assurer en fait aux utilisateurs que les données ne sont pas réutilisées derrière. Et pour ce faire, du coup, on a utilisé l'outil open source OpenWebUI dont on va vous parler après. Je vais faire un petit récap sur cette mise en place, mais ça a plutôt bien marché. Enfin, ça dépend de quel point de vue, hein, mais au fil des mois, on a atteint environ 400 utilisateurs et on a tous les jours entre 15 et 20 utilisateurs permanents avec une moyenne d'une cinquantaine finalement sur la journée. Donc il y a pas mal de gens qui l'utilisent et ça, en fait, ça remplit bien sa mission. Sachant que le service il a été déployé en mars, juste avant le graphique, on voit que le nombre d'utilisateurs il augmente de manière assez linéaire quand même. Et sachant qu'il y a toujours... en rouge, c'est les utilisateurs actifs. On voit qu'on a quand même une moyenne assez stable. Et donc la suite de cette épopée, c'est que les chercheurs, ils en veulent toujours plus. Et avec ce LLM, maintenant, ils aimeraient aussi pouvoir informer en fait une base de connaissances, donc mettre des documents à eux, tout type de données finalement, qui seraient reliés au LLM. C'est un peu un truc qui est en vogue en ce moment, ça s'appelle le RAG. C'est donc augmenter son LLM et lui donner des connaissances qu'il n'a pas initialement. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait et dont on va vous présenter les dessous. Et l'idée, bien sûr, c'est de faire ça clé en main. C'est-à-dire que les chercheurs, ils n'aient rien à faire, en fait, finalement. Parce que eux, ils ont d'autres choses à faire. En général, ils n'ont pas envie de se casser la tête à apprendre telle ou telle librairie. Donc, ils ont juste envie d'importer leurs documents et de l'utiliser. Donc, pour vous présenter tout ça, on va faire une première partie un peu théorique, un peu barbante sur le traitement du langage. Parce qu'on a besoin de le comprendre, en fait, pour voir ce qu'on fait, ce qu'on utilise. Une deuxième partie sur OpenWebUI qui est un peu l'outil central, c'est l'interface graphique qui est entre tous les services qu'on a. Et enfin, comment on a implémenté le RAG et un peu la mission finale qui nous a été instaurée. Donc on va commencer tout de suite avec le traitement du langage. Donc ça existe depuis des décennies, hein, c'est pas juste avec les modèles de langage que c'est apparu. De manière générale, on va retrouver deux étapes un peu généralistes plutôt, qui sont tout le temps les mêmes, pour passer donc du langage humain, que la machine ne comprend pas, à quelque chose que la machine comprend, en l'occurrence des chiffres et des scales. On va avoir donc la tokenisation et l'embedding, qui sont un peu les deux mots de vocabulaire qu'on retrouve partout. À quoi ça correspond ? Très simplement, si je prends le Capitole du libre, qu'est-ce que ça aide la tokenisation ? Ça aide le découpage en tokens qui vont être des unités de sens. Donc ça peut être des mots, mais en soi, on pourrait imaginer que c'est des suffixes, des préfixes, et ainsi de suite. Et au-delà de ça, à chacun de ces tokens, de ces petits bouts, on va associer des vecteurs de par l'embedding. Et c'est ainsi qu'en fait, la machine va comprendre le langage humain. Alors, comment elle comprend ? Parce que pour l'instant, on n'a qu'une matrice avec des chiffres. Comment on va traduire ça après ? Et c'est un peu toute la magie de l'embedding, parce que l'embedding, c'est en mathématiques ce qu'on appelle une projection. C'est une projection en fait dans un espace de plus faible dimension. C'est un peu le terme technique, parce que ça existe depuis longtemps. Concrètement, on peut s'imaginer en fait que nos mots, on va les placer dans un espace. Donc là, je ne sais pas si on y voit très bien, mais j'ai représenté dans un espace en 3D, avec 3 repères, mes 4 mots. Donc le Capitole du libre. Mais en réalité, en fait, il faut s'imaginer qu'il n'y a pas juste 3 dimensions dans l'embedding. On est entre plusieurs centaines et plusieurs milliers de dimensions. Pourquoi autant de dimensions ? Parce qu'en fait, le langage humain, c'est hyper compliqué. Il y a beaucoup de sous-entendus, il y a beaucoup de liens dans le fait que la machine ne va pas forcément arriver à détecter. Et on a, pour ce fait, besoin d'autant de dimensions en fait, pour décrire tout ça. Donc, concrètement, cet espace, cet embedding, qu'est-ce qu'il fait ? C'est placer les mots dans un espace qui comprend le sens sémantique des mots. C'est à peu près ça qui se fait. Et de cette manière, la machine va pouvoir comprendre en fait comment ces mots interagissent, qu'est-ce qu'ils signifient et comment passer d'un à l'autre. Puis il y a des relations entre les mots et ça va être très bon pour les dimensions. C'est comme ça.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc là, par exemple, si on met des mots, les mots suivants, donc king, queen, man and woman, on va observer des relations entre ces mots et des relations en fait qui vont se translater d'une certaine manière. Donc typiquement, si on, dans le passage du mot man à woman, on va avoir le même vecteur, la même translation. On va passer du mot king à queen, puisqu'on peut s'imaginer en fait que ce déplacement il va correspondre du passage de male à female. De la même manière, en fait, ça peut s'exporter à plein d'autres concepts, comme en anglais, le passage d'un verbe en ing à juste son passé, donc de walking à walked, de swimming à swam. Ou encore, on peut traduire des relations entre un pays et sa capitale, et s'imaginer que, typiquement, entre Vietnam et Hanoï, on va avoir le même vecteur, le même déplacement, puis il y aura entre Germany et Berlin. Donc c'est un peu ça que fait cet espace d'embedding, c'est traduire le langage humain dans un espace très complexe et relier ces mots entre eux pour pouvoir le traiter par la suite. Une autre manière que j'ai pas montrée dans le graphique, mais c'est s'imaginer que chacun de ces mots, en fait, ils sont composés de plein de petites composantes. Donc typiquement, si on imaginait le mot chat dans cet espace, on pourrait s'imaginer qu'il est composé de plein de petites composantes, par exemple carnivore, mignon, qui finalement représente le mot chat dans son entièreté. Donc avec ces embeddings, qu'est-ce qu'on fait? À quoi ça sert? C'est ce qu'on peut se poser comme question quand même, parce que c'est un peu barbant. Là, on n'a pas le contexte pour l'instant, c'est bien ça. Exactement. Regarde ça. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a notre phrase, on a le Capitole du libre. Donc là, il faut s'imaginer ici nos 4 mots, qui sont représentés par 4 lignes. Mais en fait, les mots, ils ne sont pas conscients des mots qui les entourent. Et pour ce faire, on va utiliser donc les modèles de langage. Donc ça repose sur l'architecture des transformers, vous en avez peut-être entendu parler. Et quand on fait passer ces embeddings dans ces modèles de langage, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils comparent entre eux les mots et ils vont ajouter du contexte. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre d'une certaine manière, hein, parce que la machine ne comprend pas vraiment, mais ils vont calculer des corrélations, calculer de l'attention, qui vont faire que on va avoir un embedding à la fin qui sera modifié et qui va prendre en compte toute l'information de la phrase et de tous les mots reliés entre eux. Pas juste les mots tout seuls en fait. Et c'est là que c'est hyper important. Enfin, parce que ça reste une machine, avec ces embeddings enrichis du contexte, que va faire notre modèle de langage? Donc si on imagine que c'est le petit transformer mignon au milieu, on va lui donner en entrée le capital du, donc 3 tokens, 3 mots. Lui, il va faire ses petits calculs, ses prédictions. Et finalement, qu'est-ce que lui, il calcule réellement? C'est-à-dire qu'à chaque token, un modèle de langage, il va recréer une distribution de probabilité pour plein de mots. Donc, sur tous les mots de son vocabulaire, il va associer des probas et il va dire, ok, le mot libre, il y a 23% de chances qu'il arrive après. Le mot centre, il y a 10% de chances qu'il arrive. Et ainsi de suite. Et parmi cette distribution, il va piocher un mot. Et c'est comme ça que ça fonctionne un modèle de langage. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque entrée, il va régénérer le prochain token. Et il va continuer sans fin. On peut s'imaginer que ça commence par le, il va générer le capital, ensuite il remet ça en entrée, ça va faire le capital, on génère le mot du, et ainsi de suite. Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Mais tout à fait, oui, Arsène. Il nous manque quelque chose, et j'aimerais que tu nous l'expliques. Effectivement, merci Tino pour les explications. Là, on a vu comment ça marche l'embedding, ça constaté. Derrière, on va avoir un souci et sur l'information. Comme vous le savez, les modèles ils sont entraînés sur des données et avec, on poste tous des informations chaque jour sur Internet. Le problème, c'est que notre modèle ne va pas être réentraîné. On a un bon exemple ici. Le 17 novembre 2024, Gino fait sa présentation de Capitol Flip. J'ai envie de demander à mon modèle de savoir ce qu'a dit Gino pendant sa conférence. Le modèle, s'il n'a pas été entraîné sur les données, il ne va pas savoir. Là, on a mis un exemple gentil où le modèle me dit je ne sais pas qui est chinois. En réalité, ça ne va pas se passer comme ça. Souvent, le modèle, il va se baser sur les connaissances qu'il a déjà d'entraînement pour fournir une réponse. Parce que son but, il m'a entraîné comme ça, c'est de
répondre à l'utilisateur. Du coup, il va probablement donner une réponse fausse. À la place de dire, je ne sais pas qui est Gino, il va peut-être parler d'un Gino italien qui a fait quelque chose qui n'a probablement pas existé le 17 novembre 2024. En tout cas, il va nous répondre. Et c'est pour ça qu'on va utiliser le RAG. Le RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. Et ça permet d'enrichir en fait notre requête et des informations dans notre possession. Je vais vous expliquer comment ça marche. Avant ça, j'ai besoin de vous expliquer ce qu'est une base de données vectorielle. Là, on a présenté Gino. Les mots sont transformés en embedding et après, ils sont placés dans un espace vectoriel à n dimensions. Et nous, pour stocker ces embeddings, on va utiliser une base de données vectorielle. En fait, c'est le même principe. Dans la base de données vectorielle, je vais pouvoir stocker des documents, textes, des images. L'important, c'est d'avoir un modèle qui transforme la donnée initiale en vecteur. Et en fait, ça va permettre quoi? Une fois que j'ai ces informations qui sont stockées, je vais pouvoir utiliser une recherche. Généralement, c'est intégré dans les bases de données. Vous verrez un exemple après avec un outil open source. Et cette recherche, elle va fournir, en fait, elle va agréger les résultats les plus proches. Ça utilise un calcul mathématique de distance. Ça compare les vecteurs entre eux. Ça trouve les plus proches. Ça sort les vecteurs qui sont plus proches de la recherche. Et ensuite, ça enrichit la question. C'est pas qu'il faut aller voir de enrichir. Ça va permettre au modèle d'avoir les informations nécessaires pour répondre à la question. Et derrière, comment ça se passe dans la base de données vectorielle? La base de données vectorielle, en fait, elle stocke une base de connaissances. Là, c'est des documents. Des documents, c'est des mots de texte, en fait, qui ont été coupés. Donc, ça va un ensemble d'embeddings. Ensuite, c'est vectorisé. On va être inséré dans la base de données vectorielle. Une fois qu'on a ça, on peut présenter OpenWebGL, que c'est la solution qui a été déployée. Alors, pour le contexte avec Gino, quand on est arrivé au début, on n'a pas directement utilisé OpenWebGL, parce qu'on a implémenté un RAG maison pour voir comment ça marchait, et là, ça se décomposait. Et comme on avait déjà cette solution qui était mise en place, on a décidé de prendre son fonctionnement et de voir si on pouvait le réimplémenter derrière. Donc, je vais vous détailler les fonctionnalités pour voir un petit peu avec une du propriétaire, donner un aperçu de ce que nos utilisateurs peuvent utiliser comme service. Et après, on verra comment on l'a modifié pour notre cas d'usage. Déjà, OpenWebGL, comme vous voyez, c'est pas un petit projet. Il y a quand même beaucoup de contributeurs. C'est utilisé par beaucoup de personnes. Il y a des mises à jour très régulières. Vous savez que, à l'heure où on parle, je pense qu'il y a une nouvelle mise à jour qu'on n'a pas déployée. Il y a des mises à jour les 2 semaines environ. J'utilise le principe de DevOps. J'espère que vous êtes au courant de ça. Il y a une conférence hier sur les DevOps, c'est vachement intéressant. Là, eux, ils mettent en place une interface. C'est une interface un peu à la ChatGPT que je vais vous montrer juste après. Elle va poser des questions à un modèle. Ça, c'est quand on est utilisateur. Derrière, on peut introduire des documents. Je vais pouvoir mettre des PDF, des CSV, et puis derrière, il va y avoir de la reconnaissance de texte qui va permettre d'extraire les informations. Ça va être fourni au modèle. On va juste répondre aux questions. Ce qui est bien avec OpenWebGL, c'est une des fonctionnalités de pourquoi on l'apprécie, on l'a déployé, c'est qu'il y a une interface d'administration et qu'on trouvera juste après, mais ça permet notamment de gérer les utilisateurs. Nous, plutôt que notre chat soit à l'utilisation des scientifiques, on veut éviter que tout le monde s'inscrive en fasse n'importe quoi, parce que derrière, il y a quand même un modèle qui tourne sur nos GPU, ça consomme l'électricité. C'est important qu'on ait un espace d'administration pour pouvoir filtrer les utilisateurs. On peut aussi choisir les modèles. Nous, on importe le modèle tourne dans un autre service. On peut en intégrer différents, donc ça c'est plutôt pratique. Nous, on en a intégré 2. On a un Mistral
Mistral AI modèle 7B, il me semble. Là, ça, j'ai eu. Oui, tout à fait. Donc, si jamais je finir sur cette ligne, on a justement que 2 modèles, parce qu'il y a des grosses problématiques sur ça. C'est-à-dire qu'il faut charger les modèles sur les cartes graphiques, et les cartes graphiques, elles ont de la RAM allouée. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, c'est parce qu'à chaque fois, il faut charger tous les paramètres du modèle sur la carte graphique, ce qui fait que si on n'a pas énormément de cartes graphiques, on ne peut pas proposer peu de modèles. Donc, comme dans notre cas, les recherches ne riment pas forcément avec moyens financiers, on ne peut proposer que 2 modèles parce qu'on a 2 cartes graphiques. Il y a pu savoir qu'il y a des temps de latence si on change de modèle sur une carte graphique. On avait fait des tests quand on a un modèle qui est chargé sur une carte graphique. Dès qu'il faut changer, il y a de la latence sur les 30 secondes. C'est pas quelque chose de souhaitable pour l'utilisateur. Ça, c'est une fonctionnalité qui est sortie il y a un mois, que j'ai mis, qui est intéressante. Démocratique, j'ai l'impression. On voit qu'il y a beaucoup de modèles. Ça fait comme 2 ans, enfin, ChatGPT en tout cas, ça fait 2 ans que c'est sorti. Depuis, il y a de plus en plus de modèles. On a envie un petit peu de pouvoir comparer les réponses des différents modèles. Et bien, OpenWebUI, ils ont proposé une fonctionnalité qui est le Arena Battle Testing. C'est comme un nom de jeu vidéo. Mais c'est rien de tout ça, c'est comparatif des modèles qui permet en fait de mettre une note aux réponses des modèles afin de pouvoir les classer. Ça permet de voir quel modèle donne des réponses plus proches de nos attentes. Derrière OpenWebUI, je vais vous montrer l'interface. Parce que là, je vous ai évoqué les fonctionnalités, mais on va voir à quoi ça ressemble. Je vais montrer. Pour ça, en fait, on va aller sur une instance de test. On a déployé. Donc la page d'accueil de OpenWebUI, ça ressemble à ça. Ici, on a une interface de prompt avec différentes idées de prompt qui sont suggérées. Moi, je pense qu'on peut montrer un exemple. Justement, l'exemple qu'on avait dit, c'était l'exemple de la conférence. Donc, je vais lui demander ce qu'a dit Tino. Donc là, derrière, on a un AMA 3 qui tourne. Je vais montrer après, on s'interroge le modèle. Donc là, on a de la chance. Le modèle, il est gentil. Il nous dit qu'il n'a pas les informations. C'est pas toujours le cas. Donc c'est bien. Il nous dit aussi qu'il a fait entraîner, enfin, il a des informations sur d'autres données. Et puis donc là, en tant qu'utilisateur, ce qui est bien, c'est que je peux faire accès à des paramètres. Je peux notamment choisir le langage, je peux un peu personnaliser le modèle. Je peux décider d'avoir des prompts custom. Donc dans le chat, je peux extraire. Mais ce qui était intéressant, c'est surtout la partie importation de documents. Parce que vous allez voir qu'on va s'appuyer là-dessus pour la suite. En tant qu'utilisateur, importer des documents. Ça, je vous montrerai un peu plus tard. Mais en fait, l'idée, ça va être d'avoir... On a déjà un petit frag en fait, implémenté dans OpenWebUI. On peut lui ajouter un document. Là, par exemple, on va lui mettre l'extrait de notre présentation avec Tino et lui reposer la question. Ça, il aurait l'information enrichie, il pourrait se baser sur le document pour me répondre. Moi, le souci de ça, c'est qu'on n'a pas nos problématiques qu'on a définies juste avant. Donc, on va pas utiliser ça. Je vais présenter les services qu'il y a derrière. Donc, avant que tu continues, Arsène, là, on a un lama, mais c'est pas comme on vous a n'importe quoi tout à l'heure sur les modèles, c'est juste ça, c'est une instance de test. Donc, c'est pas la vraie instance, c'est pas le chat ISD. C'est ça. Parce que derrière, on déploie une fonction, on n'a pas envie que l'utilisateur puisse trouver des bugs pendant qu'on développe la fonction. On fait une instance de test, on crée accès avec Tino et les autres utilisateurs de l'ISDM. Ça peut tester et on verra aussi qu'on a mis en place des tests automatisés. Ce qui est oui. Pour ce qui est des services, je pense qu'il y a certains services qui me parlent. Sur mon papier.
qui ne présente pas Python, utilisé pour le back-end. Derrière, il y a une API qui est exposée, qui est appelée par le front-end, Svelte. Svelte, framework assez récent, qui est du JavaScript compilé, c'est assez sympa. Que ça me fait une belle interface. Derrière, comme je disais, on a une base de données vectorielle. Ici, c'est ChromaDB. ChromaDB, c'est une base de données vectorielle dont va présenter Chino juste après. Donc, je vais passer sur les autres services. Là, derrière, on a une base de données. Il faut quand même qu'on stocke les utilisateurs. Et ça, on ne le fait pas dans la base de données vectorielle. On utilise du SQL. Donc là, on a du SQLite. Sauf que OpenWebUS, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. C'est une image Docker qui contient tous ces services. Donc là, c'est la banque bleue. Elle contient tous ces services nativement. On peut décider de les externaliser. Nous, c'est ce qu'on a fait, par exemple, donc là, en production, on n'utilise pas une SQLite. On va avoir une PostgreSQL à côté. Dans des données qui sont vraiment stockées de manière pérenne dans un endroit. Également la ChromaDB qui va nous permettre de pouvoir la partager en des instances. Et le dernier service central, c'est Ollama. Donc Ollama, c'est le service qui est appelé pour les requêtes faites dans un chat. Ollama, ça va déporter derrière les requêtes au modèle. Ollama, c'est compatible avec différents formats de requêtes pour des IA. Notamment avec, il y a deux modèles. Il y a le modèle OpenAI qui est utilisé par ChatGPT. On a les autres modèles open source. Et Ollama, c'est le seul service qui n'est pas compris dans l'image Docker. C'est un service qu'il va falloir qu'on déploie nous-mêmes. En général, c'est ce qu'on veut puisqu'on va utiliser nos modèles sur nos GPU. On va peut-être avoir une instance d'Ollama qui est dédiée, qui ne va pas être contenue sur la même machine que l'instance OpenWebGL. Voilà pour les services. Il faut savoir, quand on explique la Chroma, que donc tous ces services, ils ont des licences ouvertes. Alors SQLite, on l'a découvert. C'est du domaine public. Donc n'importe qui peut utiliser, réécrire, modifier et vendre le code de SQLite. Donc voilà, l'information. Et sinon, le reste, c'est des licences MIT ou Apache. En tout cas, on peut les... C'est assez redondant. Je vais laisser Chino présenter la ChromaDB. Ouais, alors la ChromaDB, c'est un point assez central parce que c'est à partir de ça qu'on va faire notre RAG. C'est là où on va mettre notre base de connaissances. Donc, un point qu'on n'a pas forcément abordé, c'est pourquoi on a besoin d'une base de données vectorielle. Parce qu'il y a déjà des bases de données qui existent. Pourquoi vectorielle? Et bien parce qu'en fait, c'est des bases de données qui vont être optimisées pour calculer des similarités entre des vecteurs, très simplement. Donc ça va être avec les algos de machine learning, typiquement d'apprentissage machine, comme des K-means, ainsi de suite, ou des Canary-boards, qui vont permettre de calculer plus efficacement en fait, les proximités entre nos vecteurs, sachant que nos vecteurs, ça correspond à nos connaissances. Et l'idée, c'est là, c'est toujours, l'idée, elle est là, c'est de trouver quelle est la connaissance qui correspond le plus à notre requête. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce genre de base de données précisément. ChromaDB, elle est assez pratique parce qu'on l'a utilisée déjà en amont. Et là, elle est intégrée à OpenWebUI. C'est la base de données qui est d'office donnée. Et elle est disponible dans deux langages, en Python et en JavaScript. Donc c'est ouvert à toutes les utilisations. Donc c'est très simple l'utilisation. C'est assez jeune, mais il y a beaucoup de contributions, comme on peut le voir. Et c'est une licence Apache, donc ça reste de l'open source. Donc, par rapport à ce qu'a dit Arsène sur OpenWebUI, il y avait la problématique que nos utilisateurs, ils veulent des bases de connaissances qu'ils puissent gérer eux-mêmes, qu'ils puissent partager. Et là, c'est pas forcément le cas en fait. Comme on l'a vu, on peut mettre des documents sur OpenWebUI, mais on peut en mettre qu'un seul, et après il disparaît, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va. On ne peut pas avoir deux utilisateurs qui partagent le même document. Ou alors ils vont s'envoyer par mail, mais ça casse un peu tout le principe. Donc, toutes les fonctionnalités en fait qui étaient recherchées, donc par exemple la gestion des documents pour les utilisateurs, le partage ou encore la gestion de groupes et de permissions, mais tout ça c'était pas disponible. Donc c'est ce qu'on a voulu implémenter, et donc c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire mettre en place un système de groupes, donc pour permettre aux utilisateurs de créer des groupes. Par exemple, les exemples qu'on prend souvent, c'est des groupes au sein d'organismes de recherche. Par exemple, dans l'INRAE, on va avoir le groupe de personnes qui s'occupent de l'INRAE. L'INRAE, c'est un institut
de recherche dans l'agricole, dans le bio, comme c'est ça dans l'agronomie. On peut imaginer qu'il y aurait des groupes dans la culture du café, dans la culture de la banane, et ainsi de suite, dans l'étude des parasites. Et c'est aussi cet enjeu-là qu'on va implémenter. Donc, un partage des documents au sein des mêmes groupes. Par exemple, on peut avoir différents membres dans le groupe et chacun va apporter ses connaissances. Et enfin, une gestion de ces groupes avec des droits, parce que on ne veut pas qu'il y ait un petit malin qui vienne supprimer ou qui détruise toute la base de connaissances. Et je cloisonner l'accès aux différents labos. On a une instance et on veut éviter que les recherches privées puissent être accessibles à une personne publique. C'est ça qu'on veut vraiment des choses de cloisonnées, partageables distinctement entre une personne. Et donc, pour ça, on a des fonctionnalités de OpenWebUI qui sont disponibles. Donc, OpenWebUI, il y a des fonctionnalités dont je n'ai pas parlé avant, que je vais présenter maintenant, qui sont ajoutées au mai de cette année, donc c'est vraiment récent. C'est la possibilité d'ajouter des fonctions. On a différents types de fonctions. Moi, celle que je vais détailler, c'est celle qu'on a utilisée, c'est la filter function. Filter function, en fait, c'est une fonction qu'on implémente. Derrière, c'est du Python. On définit une classe avec un constructeur spécifique et deux fonctions. La première, c'est la filter. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de capturer une requête d'un utilisateur qui est Gino. Qu'est-ce qu'il a dit au Capitole Philippe? Et la fonction inlet, je vais pouvoir capturer cette requête et la modifier avant de l'envoyer au modèle. Donc ça va être super pratique. C'est ce dont on va utiliser pour notre rag. Je vous montrerai juste après. L'autre chose qu'on utilise, c'est la function outlet. La function outlet, elle fait ça avec le modèle. Une fois qu'on a transféré la requête au modèle, on a généré la réponse, on va récupérer sa réponse et derrière on va pouvoir modifier la réponse qu'il nous donne. Ça permet des cas plutôt pratiques comme l'ajout de sources, bien le filtrage de contenu. On n'a pas utilisé des modèles, mais on pourrait imaginer un modèle, je sais pas, qui répond des gros mots et peut-être qu'on n'a pas envie la recherche que le modèle il nous envoie des gros mots, donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir créer derrière. Ça c'est customisable, c'est quelque chose qu'on a créé nous en Python. Et c'est une des fonctionnalités qu'on va utiliser pour mettre en place sur la règle. Deuxième fonctionnalité, on va vous montrer après mon interface, mais qui est disponible ici, c'est sur la partie administration. C'est quand je suis administrateur d'OpenWebUI, j'importe les documents. Je disais Gino juste avant, pour l'instant c'est que les administrateurs qui importent les documents. Et ils peuvent ajouter des tags. Donc là on a un exemple, j'ajoute un document, puis mets le tag Capitol. Derrière ça va permettre de regrouper des documents. Et on va utiliser ça pour justement la création de document. Donc en fait, maintenant qu'on a ces deux fonctionnalités dans OpenWebUI qui sont implémentées, on se dit, ok, comment on va pouvoir les mettre ensemble, les combiner justement pour implémenter ce dont on a besoin, donc à savoir le partage de documents et la mise en place de groupes avec la recherche. On avait un dénominateur commun, c'était le chat. Le chat, c'est vraiment la chose que tout le monde peut utiliser. Et derrière, qu'on peut customiser. Donc, on a fait le choix de mettre en place une clé. Parce que c'est simple. On peut faire fichier de LED. Et on utilise une syntaxe facilement mémorisable pour nos utilisateurs, avant qu'ils l'utilisent. La syntaxe qu'on a décidé d'utiliser, là, je vous ai mis un exemple. C'est entre crochets, donc ISDM qui sont les salariés. La syntaxe des crochets, en fait, ça va définir ça permet aussi de cibler les documents qui contiennent ce tag. Donc là, typiquement, si j'ai des documents qui sont tagués avec ISDM, cette requête envoyée, derrière on implémente une fonction qui va récupérer le nom de ce groupe et qui va lancer la recherche dans ces documents. Derrière on va voir le système de gestion des documents, de partage, d'accès au groupe. En tout cas, ça c'est la base, c'est l'implémentation de cette clé. Et il me semble que on va vous montrer comment ça marche. C'est quand même plus intéressant de voir en live comment ça se passe. Donc j'ai oublié la partie administration. N'hésite pas si tu veux. Donc je fais la live démo. Là, moi, je suis donc sur l'interface. Je vous ai présenté un petit peu
la partie utilisateur. Attendez, je vais mettre. Oh. Ok, je sais pas trop bouger. Donc la partie administrateur, elle propose d'autres onglets sur base accessible par l'utilisateur. Ici, on a la partie Workspace qui va nous permettre de gérer différentes choses et nos utilisateurs. On a notamment ici la création de modèles. Ici, je vais pouvoir ajouter des modèles, mettre des prompts custom, faire un tas de choses pour que mes utilisateurs aient des accès à des modèles customisés. Je peux également modifier les prompts. Nous, la partie qui nous intéresse, ça va être sur les documents. Documents, il y a déjà des documents sur une partie de test. Les documents, en fait, c'est des documents PDF. Moi, ce que je peux vous montrer, ici, je peux ajouter un document. Par exemple, là, ici, j'ai regroupé mes documents Capitol plus libre. Ici, je vais pouvoir ajouter un tag. Et ça permet derrière à mes utilisateurs d'utiliser ce document. Je vais vous montrer, ils vont pouvoir le requêter. Là, une fois que j'ai importé mon document, nativement dans OpenWebUI, en fait, on peut requêter des documents ou des collections. Comme on disait, c'est que uniquement l'administrateur qui a les droits. Mais, pour que les utilisateurs aient pu importer des documents, on a mis en place une fonction. Les fonctions, je peux vous montrer rapidement, on a fait différentes versions, ça c'est la dernière qui implémente les commandes et les commandes. Donc c'est une classe filter qui derrière implémente certaines fonctions. Les fonctions par défaut pour implémenter, c'est la fonction inlet. Voilà, c'est la fonction inlet qui contient certains paramètres qui sont passés par OpenWebUI à cette fonction quand elle est appelée. Donc ici, c'est la fonction inlet dont je vous parlais avant, qui est appelée quand l'utilisateur il envoie une requête. Derrière, on peut récupérer des informations. Donc on a notamment le body qui va contenir la requête, mais également l'historique des messages. On récupère également l'utilisateur. On va pouvoir manipuler notre requête comme on le souhaite. Et on a aussi la fonction requête qui est ici. Et pareil, ici, on va récupérer le contenu des messages et ça va nous permettre de modifier la réponse envoyée par le modèle. À noter que c'est vraiment pas de la programmation de voltige, ça reste du Python, mais en fait, c'est vraiment accessible à tous parce qu'il n'y a même pas finalement de besoin de connaissances en intelligence artificielle ou en réseau de neurones pour faire quoi que ce soit ici. Peut-être parce que tout est déjà intégré dans OpenWebUI, ils ont déjà toutes les librairies à l'intérieur et il suffit de faire des appels sur telle ou telle chose. La plupart du travail est mâché. C'est ça. Alors, ce qu'on peut peut-être montrer, c'est qu'en fait, ici, il y a des imports. Ici, en fait, disons que le contexte d'exécution de la fonction, c'est dans le conteneur OpenWebUI. On en parlera après, il y a des problématiques de sécurité liées à ça. En tout cas, ce que ça permet, c'est que ça permet d'importer des fonctionnalités définies dans OpenWebUI. Par exemple, est-ce que j'ai un exemple? Ici, j'ai une fonction utile, donc qui est très pratique, qui est écrite dans OpenWebUI, qui permet de récupérer le dernier message de l'utilisateur. On a plein de fonctions OpenWebUI ont mis dans leur repo qu'on va pouvoir utiliser. Et du coup, ça va nous aider en fait, à développer. Et comme disait Gino, c'est quelque chose qui est assez accessible. Il faut juste prendre un temps de comprendre vraiment comment ça marche, quels sont les différents modèles qui sont utilisés. Mais une fois qu'on a ça, ça reste du Python. C'est assez simple. Donc nous, là, la fonction, ce qu'on vous a décrit, en fait, cette fonction, elle fait les fonctions qu'on a implémentées. Et on va vous montrer un exemple. Donc dans un premier temps, en fait, je vais créer un groupe. Donc, on va créer Gino, on va partager des documents. Et avant ça, on va avoir besoin quand même d'un peu d'aide. Je vais demander à mon modèle quelles sont les différentes commandes qui sont disponibles. Si j'utilise la commande help, là, le all entre crochets, c'est pour dire que j'implémente tout le système, on a implémenté comme ça.
Et puis derrière, c'est le modèle qui me répond. Alors à noter ici, il demande, dans le prompt, je lui demande de me générer du markdown. Ici, l'affichage, il n'est pas optimal, des fois ça marche mieux. On n'a pas la main forcément sur... derrière, il y a le modèle qui est interrogé. Là, il me répond et on voit que on a différentes commandes disponibles. Moi, la commande qui m'intéresse, c'est dans un premier temps de lister les utilisateurs. Donc c'est la commande qui est là. Ça, c'est ce qu'on a écrit dans la fonction Python. On verra après où c'est disponible. Mais du coup, je vais lui demander dans un premier temps de lister les utilisateurs. Là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a mon collègue Gino qui est là, on veut se partager l'extrait du Capitole libre. Je peux lui mettre à disposition ce document et on va voir comment on fait ça. Dans un premier temps, je liste tous les utilisateurs. Vous allez voir qu'on a 2 utilisateurs. Gino, ce petit coquin, il a même 2 comptes. Donc, on va l'ajouter dans un groupe. Donc ça, la commande, c'est user add. Ça va créer automatiquement le groupe si il n'existe pas. Derrière, je peux ajouter tous mes utilisateurs. Donc moi, je vais créer un groupe Capitole. Et je vais ajouter une tonique. Hop. Le pseudo. Et après, on pourra partager les documents. Donc, une fois que c'est fait, là, il y a un petit peu de latence. Mais on voit que c'est bon. Le modèle m'a répondu, j'ai ajouté un utilisateur. Et elle dit non, est-ce que t'es OK qu'on ajoute un compte? Comme ça, on va voir. S'il est bien dans le groupe. Je vous raconte pas des bêtises parce que c'est bien beau, là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Là, pour vous montrer, je suis avec le compte de Gino et Teams. Alors, sur mon plein écran, Gin Tonic, voilà. Donc là, je me suis connecté avec le compte de Gin Tonic. Et je vais lui demander de me lister tous les groupes où je suis disponible. Ça, j'utilise la commande groupe show. Alors là, pour l'instant, on n'a pas encore la fonctionnalité ultra intéressante, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Là, déjà, on a la possibilité de créer des groupes. Et ici, cette interface, elle va me permettre de voir les différents groupes où je suis, où j'ai été assigné. Donc là, alors là, je crois qu'on a encore les tests d'avant. En fait, on voit qu'on a déjà des documents qui ont été ajoutés dans le code. Ça, c'est vachement intéressant. Voir les différents documents en fait, que tous les utilisateurs ont ajoutés. Derrière, je vais pouvoir les requêter. Mais il me semble qu'Armé, quand on explique, nous avons. Ok. Donc, je vais vous montrer la requête, comment ça marche. Je l'aurais pris ici. Donc là, on va demander. Ici, on a déjà des documents, nous, pour le contexte, je ne vais pas le refaire, mais en fait, on a des documents, on a mis le PDF, on a mis le programme du Capitole libre, et on a mis aussi notre extract. On pose des questions, on va voir qui arrive à répondre. Ça va prendre un peu de temps. Derrière, on va essayer comment ça marche. Donc on va expliquer un peu le fonctionnement de ce qui se passe derrière. On va essayer d'aller un peu vite, comme ça on peut laisser du temps pour les questions. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Que dans la vraie requête, il n'y a pas forcément le crochet RAG, il y a juste le crochet Capitole. Mais l'idée, c'est que donc un utilisateur utilise une syntaxe pour appeler la fonctionnalité du RAG. Bon, là, c'est la question que présente Gino. Et il indique dans quelle collection, dans quelle base de connaissances elle est piochée. Donc, l'utilisateur va faire sa requête de cette manière. Et tout d'abord, la première étape, c'est que on va regarder s'il a les droits pour accéder à ce groupe. Donc, ça peut être des droits juste d'accès. Est-ce qu'il peut regarder la base de connaissances, voir ce qu'il y a dedans? Voilà. Avec le PC ZDTA, bon, c'est bon. Et ensuite, est-ce qu'il a les droits d'importer? Parce qu'on a aussi cette possibilité, c'est faire en sorte que des utilisateurs puissent regarder les connaissances dans la base, mais pas importer les documents.
Donc il y a cette question vraiment de gestion des droits qui est assez importante. Et une fois que c'est fait, mais on suppose qu'il a tous les droits, c'est open bar, et bien on va faire une recherche sémantique donc, dans nos deux collections, dans nos deux bases, qui s'appelaient Capitol et RAC dans cet exemple, et on va regarder quelles sont les informations les plus pertinentes par rapport à la requête de l'utilisateur. Donc ça, comme on l'a dit, c'est ce qui se passe là, c'est on va dans la base de données vectorielle, et on fait un calcul de similarité, on regarde quels sont les vecteurs les plus similaires, très simplement. Une fois que c'est fait, on récupère ces vecteurs, donc quelque part on récupère ces textes, et on les réinsère dans la requête qu'on va envoyer à notre modèle de langage, très simplement. De cette manière, le modèle de langage il a du contexte, il a les informations, et il peut nous répondre. Une fois que c'est fait, dans notre cas, nous, on a rajouté une autre fonctionnalité qui était les sources, parce qu'on a vraiment cette demande de la part des gens avec qui on travaillait, c'était de savoir d'où ça venait dans le document. Non, si un chercheur va poser une question sur ces 45 articles, vous voulez savoir dans quel paragraphe était mentionné cette maladie et toucher cette espèce de banane. Donc ça, c'est aussi un point assez important. On rajoute les sources dans la réponse de mon belge. Slide juste pour illustrer, mais si jamais quelqu'un n'a pas les droits, très simplement, on lui refuse l'accès. Ça peut faire comme ça que ça se passe. Soit parce que c'est pas le propriétaire et il n'a pas les droits, soit parce qu'il n'a juste pas les droits d'accès, tout simplement. Donc là, je pense qu'on peut peut-être regarder la démo. Ok, on va regarder ce que vous avez compris. Peut-être même nous avoir de point de jeu. Si on a tout le temps, c'était avec Gino que l'avait fait. Ouais, c'était avec Gino. Ok. Donc là, c'est intéressant. Il nous a fait une réponse complète. Cependant, on n'avait pas ça après. Quand on a fait lors de tests, c'était pas la même chose. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le modèle il peut nous répondre des choses différentes à chaque fois. Nous, ce qui est intéressant, c'est que il nous a plutôt parlé du programme. Donc, je pense qu'il a plutôt retourné le document quelle est la conférence en Python qui a lieu après. Donc, c'est basé sur le programme. Parce qu'en fait, il n'avait pas accès à notre extract, je pense. Donc, le document, en fait, on l'a rajouté juste avant. C'est le programme complet. Puis, il n'avait pas accès à ce que nous, on présente. Il a répondu avec les informations qu'on a. Et là, les informations, c'est le programme. Donc, le programme, on voit qu'on a les horaires des conférences. Il nous détaille un petit peu ce qui se passe. Il nous a quand même répondu. Alors là, on voit qu'il hallucine un peu. Enfin, il nous présente tous les conférenciers, mais en fait, il n'est pas en mesure de nous dire précisément. Enfin, il nous dit ce qu'on présente, mais il ne peut pas nous dire l'extract. Il nous reste pas beaucoup de temps. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on va lui présenter le repository. Et puis après, pendant les questions. S'il y a des questions comme ça, on a. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Et tout, tu vas aller juste sur la partie avec les améliorations. Donc, je vais pas le mettre. Il y a quand même quelques améliorations qu'on a notées. En fait, comme OpenWebGuide met des mises à jour très régulièrement, la fonction elle est susceptible d'évoluer. Les classes susceptibles d'évoluer. Ça peut être une problématique. Les fonctionnalités, elles commencent à être intégrées. Notre fonctionnalité de groupe, elle n'est pas encore mise en place. Mais la fonctionnalité de collection, je pense que dans un futur proche, ce sera mis en place. Parce que on l'a fait avant OpenWebGuide, mais ça va sans doute être mis dans le code. Parler aussi avant du fait que le code soit exécuté dans le conteneur. Ça peut poser des problèmes vis-à-vis de notre fonction. Si la fonction, je sais pas, il y a des soucis, une backdoor, l'utilisateur il va pouvoir exécuter du code sur votre machine. Ça, c'est quand même important de le noter. Après, c'est des problématiques liées à notre fonction. Donc, quand on l'a mis en anglais, des fois, ça pose des soucis quand on pose une question en français. Alors, voilà, la dernière. Comme tu parlais, ouais, tout à fait. Sur la dernière, il y a plein d'autres axes d'amélioration. C'est assez. On va pas tous les lister, mais un de ceux qu'on a identifié, c'est notamment une dépendance à ChromaDB. Donc, c'est un peu la base de données vectorielle qui nous est imposée. Mais si on regarde des benchmarks, en fait, on se rend compte que c'est pas du tout la plus optimisée. Il y en a qui vont 100 fois plus vite. Donc, ça, c'est un des points clairement qu'on peut améliorer, surtout si on veut passer un peu plus d'utilisateurs.
Et ensuite, il y a un autre point, qui est sur la souveraineté, qu'on en a parlé avec des grands mots, qui est le fait que on utilise, nous, des modèles qui sont open weight, qui sont pas du tout open source, qu'on est un peu esclave de ça, on aimerait s'en détacher, donc c'est pas si facile que ça, que tout le monde n'a pas les sous d'entraîner de zéro des bons modèles. Et souvent, les modèles open source, c'est des modèles qui sont tout petits et qui ont peu de capacité. Voilà, donc la fonction qu'on nous a présentée est disponible sur le repository. Il y a de la documentation, je peux vous s'en servir. Puis on a fini notre conférence, puis je vous laisse avec 2-3 questions. Merci. Je pense que je peux répondre, mais on a le même avis. Hein. Nous, on a surtout travaillé sur la partie back-end, mais tout à fait, on s'est senti un peu prisonnier dans le sens où en fait, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas implémenter avec nos employés parce qu'il fallait suivre qui était déjà fait, quoi. C'est ça, ouais, tout à fait. Donc, typiquement, il y avait des appels à fonctions qui étaient déjà faits dans OpenWebGI, et si on voulait passer par l'extérieur, ça demandait trop de ressources. Il appelle ça. C'est une bonne question, mais c'est-à-dire parce que pour accéder à des collections d'autres personnes. Ah si, ça on a essayé. On vérifie en fait, on ne l'a pas précisé, mais on enregistre en fait dès qu'on crée un groupe qui a accès, où ça va vérifier à chaque fois est-ce que cet utilisateur a l'accès. Ça. C'est ça. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas trop précisé, mais quand tu as une recherche sur une collection qui n'est pas mienne, ça te bloque, c'est des heures qu'on a créées, t'es pas dans le clic. Enfin, ça bouge. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, là, sur le moment, c'est des cartes graphiques A5. Et je sais plus c'est quoi le nom. Je te la exactement. C'est bien ça, ouais. Ouais. C'est une très bonne question. La synthèse de texte, ouais, c'est pas mal, mais dans ce cas, c'est pas forcément les modèles qu'on a qui sont plus performants. Et après, oui, clairement, c'est toujours pareil, en fait, c'est avec des modèles particuliers, mais de plus en plus, on travaille avec par de l'extraction d'informations sur des données textuelles. Parce que ça me permet d'éviter de passer par des études plus classiques, comme calcul de fréquence des mots. Alors, enfin, c'est une autre manière d'aborder la chose. Ouais, carrément. Ouais. Est-ce que vous connaissez CTRL F? Fonction CTRL F pour rechercher du texte dans ZAD. Je pense que c'est vraiment la fonctionnalité qui est utilisée principalement qui permet d'agréger l'information. Tu cherches précis, ça agrège, va chercher dans différents documents, ça t'agrège ça. Après, c'est vrai que Au-delà de ça, en fait, des utilisations elles sont vraiment multiples. Hein. Ça peut être pour générer du texte, juste pour faire des dossiers que personne ne lit, typiquement. Ça peut être
faire des synthèses. En fait, oui, il y a ça, il y a plein d'utilisations qu'on fait pas forcément, mais il y en a. Et sur l'analyse de texte, carrément, alors, je veux dire, traiter des données textuelles, c'est peut-être le meilleur outil pour créer pour extraire des mots-clés, faire des synthèses. C'est assez performant. Sous Office. Merci beaucoup. Et je crois que c'est la fin. C'est la fin.